Bonjour, je suis François Outard et je vous parle de Bogota. Bien triste de ne pas pouvoir être avec tout le monde en Allemagne pour la célébration du 100e anniversaire de la JEC. Je m'étais réjoui de pouvoir y participer, mais des travaux de médiation dans un cadre d'une université andine qui couvre l'ensemble des pays andins dans un conflit avec les gouvernements, avec le Parlement andin, m'a empêché de pouvoir voyager en Europe ces jours-ci. C'est pour moi une très profonde joie de pouvoir participer, même si c'est indirectement, à cette célébration du 100e anniversaire, parce que cela s'inscrit dans une histoire qui continue encore aujourd'hui. Hier, j'étais à Brasilia, en réunion avec le Parti des travailleurs, pour une réflexion sur les conséquences de la crise politique, économique du Brésil, et les jours précédents avec le MST, à leur école de formation près de São Paulo, dans un séminaire international précisément sur le même sujet, c'est-à-dire la crise économique du capitalisme, la crise non seulement économique, mais la crise multiple de la logique du capitalisme, la crise de la gauche et les voies ouvertes pour une action dans l'avenir. Donc nous sommes en plein dans la lutte sociale, dans la lutte politique aussi, mais dans une lutte qui affronte plus que jamais des classes sociales différentes et une minorité dans le monde qui s'approprie les biens matériels et culturels face à une majorité exclue de ce système et qui souffre des conséquences plus particulièrement de la crise économique contemporaine. Donc cette célébration du 100e anniversaire de la JEC s'inscrit à l'intérieur de toute une histoire. Et je voudrais parler de trois aspects de la JEC comme mouvement, comme réalité internationale. J'ai eu le privilège de pouvoir participer à beaucoup d'actions du mouvement, à être assez proche de Cardijn, à diriger aussi ou à orienter une des actions nationales de la JEC en Belgique pour les jeunes travailleurs dépendants de la justice, et aussi sur le plan international, d'avoir pu contacter la JEC dans de très nombreux pays du monde, non seulement en Europe, mais particulièrement en Amérique latine et aussi en Asie et en Afrique. Et les trois points que j'aimerais pouvoir développer dans cet exposé, trois points de réflexion, c'est la JEC comme un mouvement, la JEC comme une méthode et la JEC comme une culture sociale et religieuse. 100 ans d'histoire, c'est évidemment très peu dans l'histoire de l'humanité, mais dans l'histoire récente, c'est beaucoup. L'histoire récente qui commence avec le début du capitalisme, déjà un proto-capitalisme dès le XIIIe siècle, XIVe siècle, et qui s'est développé de façon fondamentale à partir de nouvelles bases matérielles lors de ce qu'on a appelé la révolution industrielle, et qui a amené le capitalisme aujourd'hui à être plus destructeur que constructeur. Même Marx a reconnu que le capitalisme était le système le plus efficace pour produire des biens et des services dans le monde, dans l'histoire, mais évidemment à quel prix. Et un auteur allemand, un économiste allemand,
à souligner le caractère à la fois destructeur du capitalisme, mais aussi constructeur. Destructeur des formes de production antérieures, aussi des formes de la culture, mais constructeur d'une nouvelle forme, porteur d'une modernité qui a marqué les 2, 3, 4 derniers siècles de l'histoire humaine. Aujourd'hui, on peut dire avec de grands penseurs comme Wallerstein, comme Samir Amin et d'autres encore, que ce cycle historique du capitalisme touche à sa fin. Parce que son caractère destructeur est devenu tel qu'il est impossible de penser à sa reproduction dans le temps, sans tomber dans la destruction totale de la nature et la destruction finalement de l'humanité et finalement de tout ce qui est vivant dans le monde. D'où la nécessité de repenser un système. Et c'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, le capitalisme peut être considéré comme ou doit être considéré comme une parenthèse qui a amené l'humanité au bord de sa propre autodestruction. Et par conséquent, si vraiment le capitalisme a été une parenthèse, il faut que cette parenthèse se ferme. Et cela sera le travail des mouvements sociaux, des mouvements politiques aussi, mais d'un ensemble de forces sociales qui vont obliger à changer de paradigme, à trouver un nouveau paradigme qui soit un paradigme de vie et pas un paradigme de mort. Et la GEC, dans cette histoire, qui bien sûr, comme je l'ai dit, dans l'histoire de l'humanité est une petite chose, qu'est-ce que c'est qu'un demi-millénaire au milieu de dizaines de milliers. Mais par contre, dans ce demi-millénaire, les 100 dernières années ont été importantes pour construire la fin du cycle du capitalisme. Et je crois que la GEC a été un de ces éléments, parmi d'autres évidemment, mais qui a permis au monde chrétien d'arriver progressivement à une conscience de cette réalité. Donc la GEC, tout d'abord, est un mouvement. Joseph Cardijn, et je l'ai entendu raconter cela bien des fois, a découvert de manière existentielle la différence qui s'était construite entre sa condition sociale d'existence comme séminariste et puis comme prêtre et les conditions d'existence de ses camarades, des enfants d'école primaire qui étaient avec lui dans les mêmes écoles, mais qui avaient dû rejoindre le monde du travail. Et cette distance l'a choqué profondément. C'était pour lui l'étincelle qui lui a fait prendre conscience de la réalité de la construction de la société. Et donc, cette différence de parcours entre des jeunes du même milieu, il était né à Halle, dans une petite ville pas loin de Bruxelles, mais le long de la rivière, la Seine et du canal qui avait été construit pendant le XIXe siècle et qui avait amené tout autour de cette région toute une série d'industries, l'industrie textile notamment, et où les jeunes étaient évidemment embauchés. On n'était plus autant, au moment où Cardijn a fondé la GEC, ou la jeunesse syndicale d'abord puis la GEC, on n'était plus au temps du travail des enfants de moins de 10 ans dans les mines, ce qui avait été une réalité au XIXe siècle, notamment en Belgique, mais ailleurs également. Et je me rappelle une déclaration du président du Parti catholique à la Chambre, qui, lorsqu'on a discuté d'une loi pour limiter le travail des enfants dans les mines, a déclaré que ce serait une catastrophe économique et qu'on ne pouvait pas penser ça à cette époque
au milieu du XIXe siècle. On n'était plus à cette époque-là. Mais on était à une époque où le travail des jeunes commençait dès 12 ans, 13 ans, 14 ans, et dans des conditions généralement de travail extrêmement pénibles. Et donc, vraiment, on pourrait penser que à l'époque où Kardec a commencé le mouvement, a commencé à organiser le mouvement, il y avait une réalité de la classe ouvrière et particulièrement des jeunes travailleurs qui était totalement inacceptable. On était en pleine guerre mondiale, une guerre mondiale très probablement due en grande partie à la crise du système économique, toujours une crise de surproduction, une crise de sous-consommation, et qui finalement voit dans les guerres, de manière explicite ou implicite, une manière de détruire tout l'appareil de production, ou une grande partie, pour pouvoir le reconstruire après sur des bases nouvelles. Et donc permettre au capitalisme de sortir d'une crise pour rebondir dans une nouvelle période, un nouveau cycle de progrès, entre guillemets, de progrès économique, c'est-à-dire de nouvelle accumulation du capital. On sort de cette première guerre mondiale et ce boom économique reprend de nouveau, mais toujours aux dépens du travail, toujours signifiant une exploitation et une surexploitation du travail pour permettre au capital de pouvoir avoir des gains supérieurs et toujours supérieurs et ainsi de pouvoir accumuler, puisque le dogme est que le capital est le seul moteur de l'économie. Et donc, dans cette situation-là, naît la JEC comme mouvement. Une deuxième réflexion est sur l'idée de mouvement. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement? Et ceci est très intéressant parce que dans la tradition chrétienne du temps, Kardec a innové. En effet, le mouvement est une action collective d'acteurs qui, ensemble, font un mouvement. Ce n'est pas seulement un ensemble de bonnes œuvres, en fonction d'une certaine idée de la charité, d'une certaine idée de la compassion vis-à-vis des autres, d'une certaine idée de l'amour du prochain. Il ne s'agit pas simplement de faire de la charité vis-à-vis de pauvres. Il ne s'agit pas simplement de faire des écoles pour les enfants qui ne peuvent pas avoir accès à l'école, ou d'organiser des dispensaires pour les nécessiteux. Ce n'est pas qu'il faille mépriser ce genre d'action, mais ce genre d'action n'est pas du tout destiné à construire un mouvement d'acteurs sociaux. Et c'est une action collective, c'est-à-dire que c'est un levier social d'un groupe particulier dans la société. Le mouvement permet à ce groupe de prendre une autre position, d'assumer une autre place à l'intérieur de la structure de la société. Et donc, un mouvement fait passer tout un groupe de personnes du statut de pauvre à un statut d'opprimé qui prend en main son propre sort et qui réalise une organisation, un minimum d'organisation. Il n'y a pas de mouvement sans un minimum d'organisation. Donc, il ne s'agit pas seulement de créer des bourses d'études pour des jeunes de milieux pauvres et permettre à quelques individus brillants des classes dominées, des classes défavorisées, de pénétrer dans le système, d'entrer dans le système comme individus
et je connais beaucoup de cas, de devenir des piliers du système, finalement. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, au contraire, de construire une force sociale, donc une force collective. La GOC n'a pas seulement été un mouvement, elle a aussi été une méthode. Et c'est cela qui est souvent retenu, et avec raison, dans l'histoire de la GOC. Parce qu'il s'agissait de construire un mouvement, au départ, d'un groupe social doublement marginalisé dans la société. D'abord, la classe ouvrière de cette époque, qui commençait seulement à avoir la permission de la part de la domination sociale bourgeoise de pouvoir s'organiser, puisque pendant des années et des années, les syndicats ont été supprimés, suite à l'idéologie de la Révolution française, qui était une idéologie bourgeoise, donc essentiellement individuelle. Donc il fallait rendre les individus libres de tout lien qui les empêchait d'être eux-mêmes libres, créer des citoyens libres, contre évidemment toutes les structures sociales du féodalisme, mais en même temps empêchant, dans la même logique, et surtout dans une logique de domination bourgeoise, la possibilité d'organisation de groupes comme la classe ouvrière. Bon, on venait de sortir de cela déjà à la fin du XIXe siècle, donc il était possible de construire, mais ça ne se faisait pas tout seul. Il fallait donc organiser et pour cela, évidemment, trouver une méthode. Cardijn, évidemment, n'était pas seulement un leader social, il était un prêtre. Et comme prêtre, il était préoccupé de l'évangélisation. Il était préoccupé de cette rupture qui existait entre le message chrétien de libération et une classe sociale ouvrière qui voyait dans l'Église comme institution un ennemi de classe. Alors que le christianisme ou l'action et la parole de Jésus contenaient tous les éléments d'une émancipation humaine en fonction des valeurs du royaume, des valeurs de justice, des valeurs d'égalité, des valeurs d'amour du prochain. Et cette contradiction, pour lui, a été évidemment aussi un élément très important. Et cependant, comme prêtre, donc, il était préoccupé de cette rupture et comment combler cet abîme entre les deux réalités d'une classe ouvrière qui s'est développée finalement de manière anticléricale, et ça pouvait se comprendre, mais même anti-religieuse, et d'autre part un message qui était un message d'espérance, d'émancipation, même de lutte sociale pour la justice comme valeur du royaume. Mais Cardijn aussi avait été formé en sciences sociales. Il avait fait une licence en sciences sociales à l'Université catholique de Louvain. Et donc il avait une certaine connaissance des mécanismes sociaux, une connaissance pas seulement pratique, mais aussi plus théorique. Et son génie a été d'utiliser une institution très conservatrice, finalement très proche de la philosophie et de la pensée sociale bourgeoise. Et pour ça considéré comme ennemi de classe par la classe ouvrière, d'utiliser ce type d'institution comme un des moyens de transformer la société. Et ce fut une idée très importante, car, en effet, l'institution était porteuse d'un message qu'elle ne pouvait pas renier, le message de la pratique et le discours de Jésus-Christ. Et même s'il y avait une énorme distance entre cet objectif et la réalité sociologique
de la construction de l'Église, particulièrement l'Église catholique, comme institution, et de ses liens avec la nouvelle classe bourgeoise née de la révolution industrielle, qui au départ était née aussi en contradiction avec l'Église totalement liée avec le système féodal, mais qui peu à peu s'est réconciliée, au moins une partie de cette bourgeoisie, avec l'Église, car il y a vu, elle voyait dans cette institution quelque chose d'assez favorable à sa reproduction sociale, parce qu'elle s'occupait des pauvres, parce qu'elle créait des hôpitaux ou des écoles pour les pauvres, ce qui permettait quand même de résoudre quelques-unes des contradictions sociales créées par la bourgeoisie elle-même. Évidemment, à l'intérieur de l'institution religieuse, Kardec a connu énormément de résistance, et il a fallu toute sa persévérance, tout son pouvoir de conviction, et il fallait l'entendre lorsqu'il donnait des conférences, cette conviction qu'il avait de posséder vraiment une clé pour réconcilier les jeunes travailleurs avec le message de Jésus-Christ, et également la justesse de ses analyses pour pouvoir surmonter peu à peu un certain nombre d'obstacles. Et c'est là que se situe, d'un point de vue plus précis encore, la méthode de la JEC. Une méthode inductive, c'est-à-dire partir du réel. Partir du réel pour remonter aux causes et déboucher sur l'action. Voir, juger, agir. Or, cette méthode inductive, qui aujourd'hui nous paraît presque normale, n'apparaissait pas de cette façon, certainement pas à l'intérieur de l'Église comme institution. Car la démarche pastorale classique est une démarche qui part du haut, qui part de la révélation, pour être transmise vers le bas. Il s'agit d'un message à transmettre, il s'agit d'une vérité à faire partager, il s'agit d'une institution à rejoindre. Et donc, toute cette pratique et cette pensée nouvelle qu'amène Kardec, de partir de la base pour réfléchir et agir, va à sens contraire de ce qu'était et de ce qu'a été encore bien souvent, et peut-être plus aujourd'hui encore qu'il y a 50 ans, avec le Concile Vatican II, la démarche pastorale classique. Donc, première chose, à l'intérieur même de l'institution, Kardec se trouve un peu en porte-à-faux. Une nouvelle pensée, une nouvelle pratique. Mais bien sûr, à l'intérieur du milieu bourgeois qui domine la société, il en est tout à fait de même. Toute la pensée, la philosophie bourgeoise part d'une abstraction qu'il faut essayer d'appliquer dans la réalité. Mais bien entendu, d'une abstraction qui, finalement, n'est que la réflexion d'un ensemble de valeurs qui sont les valeurs de la bourgeoisie. Qu'on les appelle les droits de l'homme, qu'on les appelle la démocratie, ou de n'importe quelle façon, il y a des valeurs qui ont une réalité, mais interprétées par la bourgeoisie, c'est-à-dire en fonction des intérêts, surtout économiques, d'une certaine classe sociale. Autrement dit, des valeurs qui sont absorbées par la structure de classe. Alors, Marx avait déjà dit, et je paraphrase évidemment, que le monde n'est pas fait pour philosopher, mais que la philosophie doit aider à changer le monde. Et cette grande inspiration qui a été celle de Karl Marx à partir de la moitié du XIXe siècle a pénétré aussi la pensée de ceux qui ont voulu
changer cette société, c'est-à-dire changer les structures de la société, et Cardijn, évidemment, était un de ces acteurs nés au XXe siècle. Une méthode signifie aussi une pédagogie. Et cette pédagogie s'est située tout à fait dans la ligne théorique de la méthode, c'est-à-dire croire dans la potentialité de ceux d'en bas, dans la potentialité, dans les possibilités de ceux d'en bas pour construire leur propre rôle dans la société. Et ainsi, accumuler leur savoir, l'ouvrir à une pensée plus générale, diriger cette conscience vers une organisation, tout cela fut tout le but de la pédagogie du mouvement de la JOC. Au départ d'une méthode inductive et non pas déductive, et d'une possibilité qui existe à l'intérieur même des sujets que l'on veut développer comme acteurs dans l'histoire contemporaine. Et la JOC, de ce point de vue, a influencé beaucoup d'autres mouvements. Je pense à Paulo Freire, la pédagogie des opprimés, et beaucoup d'autres encore qui finalement ont eu, d'une façon ou d'une autre, une certaine origine aussi dans la méthode du voir, juger, agir. Évidemment, cette méthode de Cardijn s'est aussi inscrite dans la grande histoire du mouvement ouvrier. Il est évident que la prise de conscience, comme Marx le disait, le passage d'une classe en soi à une classe pour soi, c'est-à-dire d'une classe sociale qui existe objectivement à une classe sociale qui a la conscience de sa situation, exige évidemment une certaine pédagogie, exige une certaine prise de conscience, et cela s'est passé également avant même la construction ou la constitution de la JOC, mais l'intérêt a été que la JOC a redéfini cela de manière claire, simple, à l'intérieur d'une partie de cette classe ouvrière qui sont les jeunes et à l'intérieur de l'institution chrétienne. Et si Cardijn n'a pas été plus proche du mouvement socialiste de son époque, qui finalement luttait pour les mêmes valeurs, c'est à cause, je pense, il était très sensible à ça, du caractère anticlérical, mais aussi antireligieux qu'avait revêtu une grande partie du socialisme de cette époque et qui s'est développé après ça dans les pays socialistes ou les pays communistes, mais qui était le fruit d'une situation où l'institution et le discours religieux avaient promu des valeurs ou des anti-valeurs par rapport au mouvement d'émancipation ouvrière. Et c'est pour ça que Marx a utilisé cette parole, l'opium du peuple, qui a été mal interprétée souvent, parce qu'en même temps, il disait, c'est aussi le soupir de cette classe opprimée qui ainsi peut exprimer une certaine souffrance, mais aussi une certaine valeur. Et où Marx s'est opposé aux disciples de Feuerbach qui exigeaient que le socialisme soit construit sur l'athéisme, en disant « mais vous êtes en train de faire un discours théologique à l'envers ». Là n'est pas le problème. Le problème est de voir quel est le rôle que la religion a joué de fait dans les mécanismes sociaux. Et si la religion est un obstacle à l'émancipation des travailleurs, eh bien nous sommes contre la religion. Mais nous ne sommes pas contre la religion de manière philosophique. Il y a un choix, l'athéisme ou la croyance en Dieu est un choix, mais il n'y a pas une obligation de passer par l'athéisme pour devenir socialiste, ce qui malheureusement a été la conviction de bien des socialistes dans le monde et également des régimes communistes qui ont érigé
l'athéisme comme religion d'État. Évidemment, pour Kardec, cette évolution du socialisme, évolution historique finalement du socialisme, signifiait une limitation à l'émancipation des travailleurs, l'impossibilité de s'appuyer sur le message de Jésus-Christ comme une des formes qui permettait d'envisager une émancipation. Et c'est pour ça qu'il avait pris ses distances et surtout à la fin de sa vie, il avait pris une distance assez considérable vis-à-vis du socialisme tel qu'il se réalisait à cette époque. Et finalement, la réalisation de la JOC a été une organisation spécifique sur base de classe, liée à une analyse de classe. Et évidemment, cette analyse a fait que Kardec a défendu bec et ongle la spécificité des jeunes travailleurs chrétiens à l'intérieur même de l'institution, contre un autre courant de cette époque qui était l'action catholique générale, où il fallait que tout le monde soit ensemble parce que chrétien, où l'appartenance religieuse était la base de l'appartenance sociale. Et Kardec disait non, il y a des jeunes travailleurs, il y a des jeunes travailleurs de l'industrie ou des employés, et il y a des jeunes paysans, il y a des étudiants, il y a des jeunes des classes moyennes, mais ce sont des différences essentielles. Et pour que l'on puisse véritablement faire naître une conscience sociale et religieuse à l'intérieur de ces groupes, il faut être fidèle à la réalité sociale qui est une réalité de classe. Or, justement, dans la perspective religieuse, la tendance était d'abolir les classes. Bien souvent, des papes et d'autres personnages religieux, chrétiens, ont dit que pour eux, la lutte des classes, c'était le concept à rejeter. En partie parce qu'ils voyaient la lutte des classes comme des personnes qui vont se donner des coups de poing au coin de la rue. Hein. C'est pas ça la lutte des classes. La lutte des classes, avant d'être une pratique, est d'abord une réalité sociale. Et on peut dire, comme les gens que je connais aujourd'hui, et qui sont haut placés dans le monde politique, moi je ne crois pas dans la lutte des classes. Ben oui, mais moi je peux aussi dire, je ne crois pas dans la loi de la gravité. C'est partir, c'est sortir d'une vision de la réalité. La lutte des classes est une réalité, et nous le voyons avec la crise économique en Europe aujourd'hui, comment le capitalisme est en train de récupérer tout ce que la classe ouvrière ou d'autres classes sociales avaient gagné comme avantages sociaux au moment de la crise. Tout cela est en train de s'effacer progressivement pour faire payer la crise par les travailleurs et par le peuple, alors que cette crise est le fruit de la logique du capital. Ce ne sont pas les directeurs de banque qui payent la crise. Alors, il n'y a pas de lutte des classes. Les paradis fiscaux, ce n'est pas un organisme, un moyen de lutte des classes. Le secret bancaire, la lutte des classes est une réalité. Et il est trop facile pour des raisons religieuses de dire nous sommes contre la lutte des classes. On est contre une certaine violence, d'accord. Encore que une certaine violence, la violence des riches pour conserver leurs privilèges et la violence des pauvres pour essayer de transformer une société, ce n'est pas la même violence. C'est ce que Monseigneur Romero avait rappelé. Lui qui fut assassiné par les classes dominantes au Salvador. Donc, faire de tous les fidèles un seul groupe social parce qu'ils sont croyants, face à la constatation qu'il y a des différences sociales qui jouent dans la manière dont le christianisme va être vécu, c'est ça qui était en jeu.
Et c'est la même chose que la pensée bourgeoise, qui estime qu'il faut faire des citoyens. On est tous des citoyens, tous égaux devant la loi, tous avec les mêmes privilèges ou les mêmes obligations, les mêmes devoirs. Et ça permet d'effacer l'existence des classes sociales et de toutes les différences. Je le vois en Équateur où j'habite pour le moment, où je travaille pour le moment. C'est cette même conception de l'État jacobin, centralisé, où on doit abolir les différences, qui est à l'origine des conflits avec les peuples indigènes, qui justement ont connu au cours des dernières années tout un courant d'émancipation et qui désirent être reconnus non pas comme paysans ou ouvriers ou étudiants, mais comme peuple. Mais ça, dans la conception bourgeoise, c'est difficile à faire accepter, parce que tout le monde doit être un citoyen. Donc voilà, c'est un mouvement, c'est aussi une méthode et une pédagogie, et finalement c'est une culture. La JOC a été une culture, a créé une transformation culturelle, aussi bien sociale que religieuse. Socialement, elle a été à la base d'un mouvement ouvrier chrétien, c'est-à-dire d'une participation chrétienne à l'ensemble de ce grand mouvement d'émancipation de la classe ouvrière, avec énormément d'institutions qui ont été créées tout autour de ce mouvement chrétien, faisant partie de ce grand mouvement international. C'est un mouvement, c'est vrai, qui parfois, mouvement chrétien, à cause de son appartenance à la famille chrétienne, s'est laissé prendre à des alliances de classe. Ah, bien sûr, on est dans une réalité où on ne peut pas nier l'existence d'autres classes sociales et leur puissance sociale. Donc parfois, on est obligé de jouer un certain jeu pour pouvoir gagner progressivement. Mais une alliance de classe, c'est accepter le bon droit de l'autre classe et d'une classe qui opprime. Et ça, c'est pas possible. Et c'est ce que le courant chrétien a souvent réalisé, des alliances de classe, qui sur le plan politique s'est traduite par la démocratie chrétienne. On doit être tous dans le même parti, qu'on soit ouvrier, patron ou paysan, parce qu'on est chrétien. Et donc, qu'est-ce que cela a voulu dire? Finalement, et surtout dans certains pays d'Amérique latine, finalement, soumettre les intérêts des classes inférieures aux intérêts de la bourgeoisie, qui a dominé les partis démocrates chrétiens dans le monde. Et donc, le problème a été, dans la culture sociale, d'introduire à l'intérieur de cette grande culture du monde ouvrier un élément qui a été l'élément chrétien du christianisme, qui s'est traduit plus tard dans des participations de chrétiens à des mouvements de libération nationale, à des mouvements de libération tout court, des mouvements révolutionnaires comme nous l'avons connu par exemple en Amérique centrale ou ailleurs. Et non seulement un apport à une culture sociale, mais aussi un apport à une culture religieuse. C'est une autre conception de l'Église qu'a apporté la JOC. Les laïcs sont l'Église, et c'est le début d'une pensée de la définition de l'Église comme peuple de Dieu dans la Constitution sur l'Église du Concile Vatican II. Et donc, il s'est agi de contribuer à renverser toutes ces visions pyramidales de l'Église comme institution pour rétablir une idée d'une Église qui se construit par en bas. Mais aussi d'une redécouverte du Jésus historique. Que fut Jésus dans la Palestine du 1er siècle comme acteur religieux et social? Comment s'est affronté aux différents groupes sociaux de la région de la Palestine? Et redécouvrir toute l'histoire de Jésus et la dimension historique de l'histoire de Jésus a été aussi un des aspects
auquel la JOC a contribué. Elle a influencé d'autres groupes à l'intérieur de l'Église, adoptant la même méthode, les mouvements paysans, le mouvement de la famille en Amérique latine, par exemple, les mouvements de classe moyenne, les mouvements intellectuels, ont adopté la même méthode. Et cela a souvent contribué à créer d'autres mouvements plus laïques, comme je pense au mouvement des paysans sans terre où j'étais il y a quelques jours, qui ne renie pas son origine religieuse tout en revendiquant son indépendance totale vis-à-vis de l'Église comme institution, mais qui a été influencé par cette méthode et cette pédagogie. Et cela a eu un impact sur le renouveau général de l'Église. Je me rappelle qu'en 1954, en 1953, j'avais accompagné Cardijn à un congrès à Cuba de la JOC d'Amérique centrale et des Caraïbes. Et en 1954, j'ai fait un voyage de 6 mois en Amérique latine pour visiter la JOC dans tous les pays latino-américains. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir que les prêtres qui étaient proches du mouvement, qui jouaient un rôle important pour la création du mouvement, ont été ceux qui ont été porteurs d'une grande partie du renouveau de l'Église latino-américaine. Pas seulement par la JOC, mais du renouveau pastoral, du renouveau liturgique, du renouveau biblique, et plus tard de la constitution des communautés de base et de la théologie de la libération. Donc la JOC a joué un rôle qui a de loin dépassé ses propres limites. Mouvement aussi qui a influencé, par exemple en Équateur, tout le renouveau, une partie du renouveau de l'émancipation indigène. Monseigneur Leonidas Proaño, qui était l'aumônier de la JOC, comme quand je l'ai rencontré en 1954 en Équateur, à Ibarra, et qui est devenu l'évêque de Riobamba. Et étant évêque de Riobamba, où la majorité de la population est indigène, il s'est rendu compte de cette situation. Il a utilisé la méthode de la JOC comme base d'émancipation du mouvement indigène. Il a redistribué les terres du diocèse aux communautés indigènes comme restitution. Il a joué un rôle énorme dans l'émancipation des populations indigènes en Équateur, qui elles-mêmes ont joué un rôle politique aussi très important. Elles ont renversé en quelques années de temps 3 présidents pour essayer d'arriver justement à une reconnaissance de leur place à l'intérieur de la société. Eh bien, tout cela a eu certainement comme origine, au moins en grande partie, la méthode et la perspective de la JOC. Et pour terminer, le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, notamment dans Gaudium et Spes, a inauguré une autre lecture théologique. Une lecture théologique inductive par rapport à la lecture théologique classique déductive. Et Gaudium et Spes part d'une lecture de la réalité. J'étais à ce moment-là secrétaire de la sous-commission qui rédigeait le texte de l'introduction de Gaudium et Spes. Jusqu'à la dernière minute, nous n'avons pas su si ce serait accepté par l'ensemble des évêques, parce que c'était une des 2 constitutions du Concile Vatican II et qui vraiment révolutionnait la pensée théologique, non pas de manière immédiate, parce que ça avait été préparé depuis longtemps par des théologiens allemands, belges, français et autres, mais cette transformation finalement dans le Concile Vatican II d'une démarche purement déductive en une démarche inductive a été fondamentale, en tous les cas pour la constitution sur l'Église dans le monde. Et cela a été grandement inspiré par la philosophie de la JOC du voir, juger, agir. Et en conclusion, je crois qu'on peut dire que la JOC a été un fait historique, considérable. Elle a influencé beaucoup de réalités en dehors de son propre champ. Et nous pouvons nous poser la question de savoir qu'en est-il aujourd'hui.
Aujourd'hui, le voir, juger, agir reste fondamental comme méthode d'approche de la réalité. Et cette approche fondamentale est évidemment essentielle pour renouveler la pensée et l'action. Bien sûr, c'est ce que nous voyons dans des mouvements religieux, notamment aujourd'hui, ils ont perdu cette approche. Et ils nagent dans les nuages, parce que précisément, ils ne savent pas comment approcher la réalité. Le retour à cette méthode fondamentale est essentiel. Face à un capitalisme de plus en plus monopolisé, qui, plus que jamais, doit être analysé et a besoin d'instruments d'analyse aujourd'hui de plus en plus complexes, pour ne pas se tromper sur sa réalité et sur ses effets. Face au reflux de la pensée analytique dans le monde, qui a été surtout une pensée marxiste, et qui retourne à un postmodernisme de type individualisant et qui est la meilleure idéologie pour le développement du néolibéralisme. Face à cela, la méthode nous permet de repenser la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui où le travail est devenu beaucoup plus complexe, où le travail a éclaté, où ce n'est plus la classe ouvrière industrielle comme telle qui est le moteur du changement, où elle a son rôle, mais la classe paysanne est devenue une des classes fondamentalement affectées par la pénétration du capitalisme financier, et où toute une série d'autres groupes sociaux sont également réduits dans leur réalité sociale par la domination du capital. Nous devons réfléchir à ce que cela signifie par rapport à une réorganisation. Non seulement d'un point de vue des milieux sociaux nouveaux, mais également d'un point de vue des méthodes. Comment passer d'un mouvement à des réseaux, finalement, et aussi comment redéfinir une action politique, car les choses ne vont pas changer sans action politique. Donc quel est le lien entre les mouvements sociaux, les réseaux sociaux et l'action politique? Tout ça doit être évidemment repensé. Et finalement, la théologie de la libération, qui doit aussi être repensée en fonction de ces éléments nouveaux, réintroduire dans la pensée théologique toute une série de ces réalités et essayer d'avoir une nouvelle génération de théologiens de la libération qui nous permettent d'approcher cette réalité fondamentale de la domination d'un nouveau type de capitalisme, surtout du capitalisme financier. Et donc tout ça signifie la nécessité d'une refondation dynamique, qui n'est évidemment pas facile à découvrir, à redécouvrir dans un monde différent, mais où l'inspiration du voir, juger, agir reste la base et la foi dans les valeurs du royaume un aspect essentiel de ce qui doit nous orienter dans la pensée nouvelle. Voilà quelques réflexions, on pourra en faire beaucoup d'autres, je crois, sur ce qu'a été la JEC, et espérons que cette inspiration qui nous est venue du mouvement et en particulier de la personnalité de Joseph Cardaigne va pouvoir inspirer de nouvelles générations pour une nouvelle lutte sociale et une nouvelle adhésion religieuse dans l'avenir. Merci beaucoup.